Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons donc nous pencher sur l'époque qui a précédé l'islam, cette période que l'on désigne sous le nom de Jahiliya. Il est très important de comprendre le développement de l'islam primitif en étudiant la période qui a marqué les débuts de cette religion. Le paysage socio-politique de l'Arabie du 7e siècle, à l'aube de l'islam, était assurément complexe et multiforme. Et certaines des caractéristiques clés ici sont le tribalisme, les pratiques religieuses existantes et les structures politiques émergentes qu'il est important d'examiner. Ainsi, cette période cruciale pour la formation de la société islamique peut être comprise à travers ces diverses approches. Nous utiliserons certaines de ces approches pour mieux comprendre le monde dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Alors, commençons par la structure tribale et l'organisation sociale. Ainsi, la société arabe était principalement organisée en tribus, chaque tribu fonctionnant comme une entité politique autonome, ou plus précisément le clan. Le clan tribal était absolument central à l'identité individuelle et à la loyauté, supplantant tout sens plus large d'unité politique à travers l'ensemble de la péninsule. Ces tribus étaient principalement dirigées par des chers ou des chefs, ainsi que par des conseils d'anciens. L'organisation sociale, tout comme la structure politique, reposait en grande partie sur les liens de parenté, et les tribus se disputaient fréquemment les ressources et le prestige, ce qui menait à de nombreux conflits et à la formation d'alliances. La plupart de ces clans, en fait, ne compteraient pas plus de 30 à 50 membres. J'en dirai beaucoup plus sur le tribalisme lors de la prochaine conférence et j'approfondirai ces concepts, plus spécifiquement le tribalisme et la formation de clans au sein de cette région. Alors, l'économie de la péninsule arabique avant l'islam était principalement pastorale, avec des tribus qui dépendaient de l'élevage de bétail, en particulier des chameaux et des chèvres. Euh, on pourrait dire que les activités agricoles étaient limitées à quelques oasis où les conditions permettaient la culture des palmiers dattiers et d'autres types de cultures. Le commerce était un pilier essentiel de l'économie, rendu possible grâce à la position géographique privilégiée de la péninsule arabique qui reliait les principales routes commerciales entre les continents asiatiques, africains et européens. Des villes marchandes d'une grande importance telles que la Mecque et Médine ont prospéré en tant que centres commerciaux majeurs et florissants. La Mecque en particulier était significativement, était d'une importance capitale en raison de son rôle religieux en tant que site de la Kaaba qui historiquement était vénéré par les polythéistes. Et puis, qu'en est-il des formes religieuses? Alors, les croyances religieuses dans l'Arabie pré-islamique étaient très diverses, incluant le polythéisme, l'animisme et aussi des influences de religions monothéistes telles que le christianisme et le judaïsme. Chaque tribu adorait généralement ses propres divinités, avec un panthéon qui comprenait des dieux et des déesses qui étaient abrités dans des sanctuaires et des temples. La Kaaba de la Mecque était un important sanctuaire religieux qui abritait les idoles de nombreuses tribus, ce qui en faisait un lieu de pèlerinage et un terrain neutre où la violence était interdite pendant certains mois sacrés. On peut donc déjà observer l'importation de certains rituels existants, comme la circumambulation autour de la Kaaba et la période de non-violence ou l'absence de violence entre les tribus durant certaines périodes de l'année. Alors, ce qu'en était-il du paysage politique s'il n'y avait pas d'État central? Le pouvoir était plutôt distribué entre les différentes tribus et leurs alliances. Parfois, certaines tribus étaient plus puissantes que d'autres, capables de contrôler des sites religieux d'importance capitale ou des routes commerciales. La tribu des Quraysh, à laquelle le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, appartenait, était particulièrement influente à la Mecque en raison de son contrôle sur la Kaaba et de son rôle prépondérant dans le commerce régional. Et nous savons que lorsqu'il introduit la nouvelle religion, il est protégé grâce à ses alliances de parenté.
Et ensuite, très brièvement, c'est dans ce milieu que l'islam a émergé. L'avènement de l'islam, survenu au début du 7e siècle, sous la direction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a provoqué des transformations sociopolitiques considérables. Ainsi, les enseignements du prophète appelaient à l'établissement du monothéisme, de la justice sociale et d'une communauté de croyants, l'Ummah, qui transcendait les frontières tribales. Son message remettait profondément en question l'ordre social établi, notamment les privilèges économiques des Quraysh à la Mecque. Il est certain qu'après une résistance et des conflits initiaux, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et ses disciples, établirent une nouvelle entité politique basée sur la loi religieuse à Médine, laquelle s'étendit finalement pour unifier une grande partie de l'Arabie sous une seule et unique autorité politique et religieuse. Ainsi, le décor est planté. Cette profonde transformation des traditions tribales et païennes vers une société monothéiste et bien plus centralisée marque l'une des périodes les plus déterminantes de l'histoire arabe et mondiale, jetant les bases de l'expansion rapide de la civilisation islamique au cours des siècles suivants. Ma tâche à partir de cette prochaine conférence sera de revenir sur le concept de tribalisme, ainsi que sur certains aspects de l'économie et de la centralisation du pouvoir que l'État a progressivement acquise, afin de mieux saisir l'émergence de l'islam dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle